Une personne blanche qui prend de la place, on va penser qu'elle est badass, qu'elle sait plein de choses. Une personne racisée qui prend de la place, elle va juste être en colère et dérangeante. Parlons culture. Oui, faire famille autrement, réinventer les codes de la famille, c'est forcément politique. Parlons queer. Et souvent, ce qui est mal pris par les gens, c'est qu'ils ont l'impression que si on n'est pas d'accord avec eux, on les réfute en tant qu'êtres. Produit par Tilt. Effectivement, une dimension de responsabilité collective qui est prise en charge, disons, à bras-le-corps en justice transformatrice. En fait, on a la charge de penser en permanence la question raciale, la charge dont les personnes blanches sont dispensées. Il est actuellement 10h et nous sommes en direct pour l'émission Parlons Culture, Parlons Queer. Une émission mensuelle produite par Tilt, basée à Toulouse. Pendant 1h30, cette émission sera l'occasion de décortiquer l'actualité, questionner nos préjugés et aborder des sujets épineux, souvent laissés de côté. On y parle de tous les sujets qui nous hérissent le poil ou qui nous font vibrer. Un espace pour inviter les personnes concernées et les professionnels travaillant dans ces domaines. En bref, de l'actualité, des tabous, de l'humour, des invités, des chroniques et de la musique, animés avec douceur, radicalité et ressources. Aujourd'hui est un jour sombre pour les gauchos. Hier, c'était les municipales et Moudinque, la droite, est repassé à 53%. Donc un jour de deuil municipal finalement. Voilà, on est là, la mort dans l'âme. Aujourd'hui, donc l'émission d'aujourd'hui est dédiée à la sobriété. Pourquoi faire ce choix et comment le mettre en place ? On va parler de périodes où on a arrêté de boire de l'alcool, de sobriété et de tout ce qu'il y a autour de ces choix. L'idée, c'est pas de dire ce qu'il faut faire ou pas faire, ce qui est bien ou mal, mais plutôt d'interroger nos pratiques et notre rapport à l'alcool, de partager nos expériences et nos cheminements qui nous mènent à en consommer moins, voire plus du tout, de ce qui est ancré dans nos sociétés, dans notre culture, pour lever les endroits de honte et se questionner. Dans cette émission, certains sujets sensibles peuvent être abordés, comme les addictions, les agressions, la santé mentale et physique. Pour aborder ce sujet, on a la chance de recevoir mon amie Mag Lévesque. Bonjour. Bonjour. Et un grand merci à Claire, notre super régisseuse. Avant de plonger dans le sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, salut, moi c'est Jo, je fais partie de l'équipe de Tilt, je suis cofondateur de ce podcast et je suis une personne blanche, valide et queer. Mon travail il porte sur l'accompagnement des conflits à travers notamment la médiation et sur la prévention des violences sexistes et sexuelles et des discriminations en particulier dans les milieux festifs. Et moi, je suis Mag Lévesque, je suis artiste pluridisciplinaire. J'écris des livres qui sont de la poésie narrative et je travaille notamment avec le collectif Offense, qui est un collectif de création de spectacles qui sont un peu à l'intersection de plein de disciplines, donc, dont la performance, la musique, les arts plastiques et le théâtre. Et je suis une personne blanche, bi, personne concernée par des troubles psychiques. Et voilà, j'habite à Toulouse. Bientôt voisine avec moi. Je suis trop contente. Voilà. Je vais me présenter aussi. Donc, je suis Amy, cofondatrice de Tilt et de ce podcast. Je m'identifie comme queer, afrodescendante et valide. Je suis coordo et formatrice pour Tilt et je travaille principalement autour des questions décoloniales et de l'antiracisme. Comme je disais en intro, ce matin, on va parler de sobriété, d'abstinence, de sans-alcool ou de sober life. Plein de mots différents qui montrent bien la diversité des pratiques autour de ce sujet. Pour commencer, j'aimerais vous demander quelle est votre histoire avec l'alcool, quelles sont les raisons qui vous ont amené à boire ? Moi, je me rappelle hyper bien de la première fois où j'ai bu de l'alcool. Moi, j'ai grandi plutôt à la campagne, dans une banlieue Airbus, un peu à 20 km de Toulouse. Du coup, on se faisait chier, quoi, l'été, les vacances. Et je me rappelle, la première fois où j'ai bu, j'avais 13 ans. Et c'était au stade de mon village où il y avait des gars que je connaissais qui avaient ramené des bières. Et je me rappelle être rentrée après avoir bu une bière, donc bourrée chez mes parents, et de m'être dit, oh là là, enfin de me dire, d'espérer que mes parents voient pas que j'étais bourrée, tout ça.
Très rapidement, j'ai bu de façon festive, assez jeune en fait, avec des trucs d'adolescence, de tester les limites, de qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Et qu'après, j'ai en fait continué à boire jusqu'à mes 20 ans, de façon hyper régulière. Mais ça, peut-être, je le développerai plus après. Moi, quand j'y pense, au début, il y avait un truc vachement de répulsion et de jugement parce que j'ai grandi avec un père alcoolique. Du coup, il y avait quelque chose que je condamnais très fort parce que j'en vivais les conséquences avec à la maison. Et après, si je me souviens, moi, c'était dans un environnement familial, un anniversaire du père de ma meilleure amie. Et avec mes copines, en fait, on a piqué les coupes de champagne qui étaient à disposition sur la table. Et du coup, on s'est pris... on était très vite sous de ça. Ça, c'est mon premier souvenir. Et ensuite, ouais, ça a dû commencer un peu au collège. Pareil, à la campagne. Moi, j'ai grandi à la campagne. Et je me souviens que moi, dans ma campagne, les jeunes se retrouvaient pour traîner et aller de cave en cave, de jeunes, chez les uns et chez les autres, pour boire. Et en fait, je comprenais pas du tout cette pratique. Genre, je trouvais ça un peu... Mais bon, je voulais faire comme les autres et je voulais m'intégrer. Donc, je suivais le groupe. Et je trouvais ça ouf qu'à cet âge, en plus, tu prends ton scooter, parce que t'es à la campagne, t'as pas de vélo. Ou t'as un vélo, mais tout le monde se déplace en scooter. Et du coup, le fait de reprendre un engin qui roule avec l'alcool, et en fait, t'es si jeune et tu t'alcoolises déjà, il y avait un truc qui m'était mal à l'aise, tu vois. Mais je faisais un peu comme tout le monde, mais ça, j'aimais pas, quoi. Et après, est venu le lycée. Donc là, c'est les premières expériences de cuite un peu massives où tu commences à tester tes limites. Et les grosses périodes de test, pour moi, ça a été la fac, surtout. Ouais, la fac, ça a été waouh. Ouais, quand j'y pense, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Moi, de mon côté, mon histoire avec l'alcool, elle a été assez tumultueuse, à vrai dire. Ça a commencé fin du collège, l'été juste avant de rentrer au lycée avec mon meilleur pote de l'époque. Big up, Chichi. On s'était retrouvés, c'était la fête de la musique et on a bu du Malibu Coco. Et ça a été vraiment la première cuite. Enfin, c'était ignoble. Enfin voilà, et on a bu que ces alcools-là, Passoa, Manzana. Manzana. Voilà. Ces alcools que je ne peux même plus sentir aujourd'hui. Mais voilà, c'était du coup les premières fois et c'était cool en fait à l'époque. C'était cool de se prendre des cuites. Et arrivé au lycée, là j'ai eu un groupe de potes où on est vraiment allé très loin. Dans la fête, on faisait des jeux d'alcool, c'était à qui boirait la plus grande quantité, il y avait des concours de vomi, enfin c'était vraiment dans l'extrême et sans aucune question, enfin vraiment je me posais aucune question malgré le fait d'avoir un père alcoolique. À ce moment-là, j'étais vraiment juste dans une quête de l'ivresse, quoi. Et c'est resté, hyper intense, pareil, jusqu'à mes 25 ans, où vraiment, j'ai beaucoup travaillé dans des bars, dans des restos, et ça a été, je sens un liant, en fait, de mes interactions sociales pendant plusieurs années, quoi. Et moi, je voulais rajouter aussi que ça a toujours été un endroit de beaucoup, de l'alcool pour la fête, le plaisir au début quand j'étais jeune, et je crois que les premières fois où j'ai commencé un peu à questionner le truc, enfin, il y a eu ce truc de... où très vite quand j'ai bu et je suis devenue une proie, genre je me suis fait suivre en rentrant chez moi, je me suis fait agresser, mettre par terre, on a voulu me voler mes affaires, on a voulu aussi m'agresser sexuellement, enfin des trucs assez hardcore. Et en fait ça j'ai capté que c'était parce que j'étais saoule et que du coup pour ces personnes je représentais une proie facile. Et ça arrivait assez vite, hein. Ça arrivait, je me rappelle, à la première année de fac où j'ai capté que en fait, quand je rentrais aussi très sous, il y avait des facteurs à risque. Et ça, première petite claque, t'es là, ah, ok. Et pour toi, comment ça s'est développé un peu Là, moi, en vous entendant parler, moi, je me retrouve hyper fort dans ce que tu dis, Amy, mais même ce que tu dis, Jo, sur
l'alcool, le fait que ce soit une façon de se lier aux autres, de participer à une activité sociale, de rentrer dans un groupe. Moi, j'ai eu plein de problèmes. Enfin, j'ai été harcelée à l'école pendant hyper longtemps. Et je crois que du coup, le fait de commencer à boire, ça a créé une forme de soulagement, en fait. De commencer à boire assez jeune, à l'adolescence, préadolescence, ça a créé une forme de soulagement social où d'un seul coup, en fait, on fait quelque chose avec un groupe, des fois avec des personnes qui sont populaires, on est invité à des fêtes, d'un seul coup, ça vient avec une sorte de rémunération sociale, quoi, que moi j'ai accueilli vraiment avec un grand soulagement. J'ai découvert que je pouvais boire des énormes quantités d'alcool sans être extrêmement saoul, justement. Et que du coup, moi, j'ai jamais aimé être ivre. J'ai jamais recherché le fait d'être ivre, voire ce truc de perte de contrôle. Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait de se sentir diminué comme une proie, pas réussir à réagir et tout ça. Même plus réussir à penser. Moi, c'est quelque chose qui résistait hyper fort en moi. Et du coup, je crois que vraiment, ma pratique de l'alcool, elle est très liée. Mais en fait, la pratique de mes addictions, de façon générale, même la clope, elle est très liée à une pratique d'intégration sociale. Et c'est d'ailleurs ça que j'ai trouvé, la première fois où j'ai arrêté de boire, c'est d'ailleurs ça que j'ai trouvé le plus dur, en fait. Et donc, et en fait, je suis aussi d'accord avec le fait que commencer à boire, c'était cool. Enfin, et tu vois, t'as parlé de la manzana, moi j'ai des souvenirs de être en colonie de vacances, vraiment dans ma jeune adolescence, et cambrioler au fin fond du Gers, et cambrioler le bar d'un club de tennis qui se trouvait être à côté du camping où on était, pour boire toute la manzana qu'il y avait dans ce bar de club de tennis, dans des champs de maïs, l'été, avec des gens avec qui j'étais en colonie de vacances. C'était... ça reste des bons souvenirs, quoi, même si... c'est un peu insensé, mais en fait, ça fait partie de une espèce d'initiation comme ça aussi, à une forme de sociabilité qui va se transformer avec l'adolescence, l'arrivée de l'âge adulte et tout ça. Et en fait, il s'est trouvé que, donc moi, faisant des études de théâtre, travaillant dans le monde du spectacle, et en fait, l'alcool, et je m'en suis rapidement rendu compte, ça restait une façon de travailler, en fait. Donc on travaillait la journée, et donc un peu plus tard, donc au début pendant mes études, et puis mes études supérieures, et au début de ma carrière, en fait, c'était encore une fois une façon de performer socialement et de performer professionnellement, en fait. Le fait de finir ta journée de travail par le fait d'aller boire. Après les spectacles, il y a des pots de première où on boit. Après les pots de première, on va dans des bars. Et en fait, ça, c'est des façons de continuer à travailler, rencontrer des gens, rencontrer ton public. C'est ultra banalisé, et c'est même comme ça que ce milieu est construit, en fait. Ce qui explique aussi qu'il y a des énormes problèmes de santé communautaire, on en parlera plus tard, mais dans le milieu artistique, c'est aussi parce que socialement et professionnellement, une partie est construite sur ça, quoi. Enfin, on observe que l'alcool, il est totalement banalisé. Enfin, moi, je sais que c'était tout le monde dans mon groupe de potes buvait, et ça faisait en sorte que on était intégrés dans le groupe. Et les questionnements autour de la consommation, elle est assez propre à chacun, chacune, mais collectivement, au niveau de la société, c'est seulement il y a une dizaine d'années qu'on a commencé à questionner la consommation d'alcool. Le Dry January a été inspiré d'une campagne finlandaise de 1942 qui s'appelait Sober January, et le concept moderne a été initié par Emily Robinson en 2013 au Royaume-Uni, qui voulait préparer un semi-marathon en arrêtant de boire. En France, le défi de janvier est arrivé en 2020 et a été soutenu par des associations d'addictologie. On écoute un extrait du podcast d'Arte Radio, Vivons heureux avant la fin du monde. Tu t'es vu quand t'as pas bu ? Parce qu'il y a une université avec un département de sciences humaines où enseignent 2 sociologues spécialistes de l'alcool.
Nicolas Palierne et Ludovic Gossot. Et ce qui m'a tout de suite remotivée, c'est que Nicolas Palierne, tout éminent docteur en sociologie qu'il est, il prend ça très au sérieux, le Dry January. Pour lui, c'est pas juste de l'agitation médiatique. C'est hyper important, voire révolutionnaire. Ce qui est radicalement nouveau avec cette invitation à cesser la consommation sur 1 mois dans l'année, c'est qu'auparavant, les messages de recommandation étaient plutôt de boire avec modération, ce qui était une notion très très floue. Personne ne sait exactement ce qu'il fallait entendre par ça. Mais fondamentalement, on ne demandait pas d'arrêter ou de changer radicalement, si ce n'est d'un point de vue quantitatif. On demandait de boire moins, mais on ne demandait pas d'arrêter de boire. Et c'est ça qui est fondamentalement nouveau, c'est que justement, on veut essayer de créer un espace où on peut avoir une certaine réflexivité, mais pas seulement dans son rapport personnel. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir comment la place que l'alcool a dans notre vie du quotidien, dans nos échanges ordinaires. Consommer moins, ça n'entraîne pas forcément une pleine réflexivité de l'importance de nos pratiques d'alcoolisation dans nos vies. C'est vraiment l'arrêt qui va jouer par l'effet de contraste pour essayer d'avoir un peu un retour sur soi, disons social et culturel, de la place de l'alcool dans notre société. Aussi bien sur l'espace professionnel que sur l'espace familial, que dans les fêtes avec les amis. Donner une dimension collective. Dans cette capsule, on entend Delphine Saltel interviewer un professeur en sciences sociales qui s'est intéressé à la modération et à la consommation d'alcool. Vous l'avez déjà dit un petit peu, mais voilà, j'aimerais revenir sur ce sujet. Pour vous, à partir de quel moment est-ce que vous avez commencé à questionner votre consommation d'alcool ? Et est-ce que c'est venu d'un événement particulier comme le Dry January ? Peut-être les toutes premières fois, c'est comme j'en ai parlé un peu plus tôt, c'était quand je me suis fait agresser en rentrant chez moi. Déjà, il y a eu des premières est-ce que ce serait arrivé si j'étais saoule ou pas, tu vois. Il y a eu ce truc de me sentir beaucoup plus vulnérable, mais sans du tout entraîner une question d'arrêt de conso, parce que t'es en première année de fac, que tu fais énormément de soirées d'intégration, tu fais la fête et que t'aimes bien ça. Et je crois ensuite que, peut-être les premières fois, ça a été avec le Dry January, et j'ai un souvenir de moi avec une pote dans un bar, justement, où on se partage de tous les excès qu'on a fait en fin d'année et au Nouvel An, et on se dit qu'on a envie de faire une pause parce qu'on a mal au foie, quoi. Et je pense pas avoir tenu longtemps. Je pense que je crois que j'ai tenu 2 semaines comme ça. Et après, ça a été surtout, moi je sais que ces dernières années, j'aime bien faire plusieurs périodes sans alcool, mais ça a été surtout les lendemains de soirées vaseux où tu te sens mal, où t'as la gueule de bois, et en fait je crois que j'en avais marre de ça, et je crois que ça a vraiment enclenché un truc de j'en ai marre de me sentir pas bien, de me demander qu'est-ce que j'ai fait, tout ce qui est honte, regret, culpabilité, et voilà, ça a été surtout un truc de en fait là ça fait trop. Moi je faisais comme toi, c'est-à-dire que je faisais plusieurs périodes où je buvais plus dans l'année pour me prouver que j'étais pas alcoolique. Et je sais qu'à l'époque, c'était vraiment, c'était déjà, j'étais déjà consciente que c'était ça qui me guettait, quoi. Parce que je me rappelle vraiment que c'était pour me prouver à moi-même que je pouvais me passer d'alcool, que je pouvais vivre sans. Et donc en fait, j'avais l'habitude de faire généralement, je sais plus, c'était 2 ou 3 arrêts d'alcool dans l'année. Et en fait, il y a un jour où j'ai essayé de compter le nombre de jours consécutifs en remontant comme ça. Je me suis dit, mais depuis quand t'as passé un jour sans boire ? Depuis quand t'as pas passé un jour sans boire ? Donc je remontais, et je suis arrivée à 100 jours consécutifs où j'ai bu. Et je me rappelle que là, je me suis dit, là, il faut que t'arrêtes. Enfin, là, il faut faire c'est une période d'abstinence d'alcool. Enfin, voilà. C'était en 2019, et en mai 2019. Et donc, j'ai fait ça. Donc, je pensais que je commençais... que je faisais comme d'habitude une abstinence d'alcool de 1 mois, voilà. Et en fait, il se trouve que j'ai pas repris en fait pendant extrêmement longtemps, et que je sais pas pourquoi c'était cette fois-là j'ai tenu hyper longtemps, mais ça a été cette espèce ça a fait une bascule totale dans mon rapport à l'alcool, mais qui je pense est née aussi de la peur de perdre le contrôle. Et te dire, en fait, là, c'est quand même en train de prendre des proportions qui m'échappent complètement. Donc, ce truc un peu choc des 100 jours
avec alcool, quoi. Ouais, tu disais tout à l'heure que ce que toi t'aimes pas l'ivresse. Moi, à l'inverse, c'est vraiment le truc que je cherchais. C'était un verre me donnait des chatouillis et me donnait l'envie d'aller jusqu'à vraiment l'excès, quoi. Et je pense que j'étais à ce moment-là aussi je faisais des saisons d'hiver. Et bon, pour celles qui en ont déjà fait, savent que c'est vraiment des espaces où on fait énormément la fête. Et on est un peu à huis clos dans un mini-village. Tout le monde travaille dans des restaurants, dans des bars, dans des boîtes de nuit. Et voilà, et on est, en fait, toutes les copaines travaillent dans des espaces de consommation. Et du coup, ça ne s'arrêtait jamais. Et puis, on travaillait tellement qu'en sortant du travail, on avait envie d'aller faire la fête. Et on dormait très peu, on travaillait beaucoup, on faisait aussi beaucoup de ski ou de snowboard. Et c'était une vie comme ça, à 100 à l'heure, pendant 4-5 mois. Et à cette période-là, moi, je faisais énormément de blackout. En fait, j'allais tellement loin. J'avais des pertes, en fait, de mémoire de plusieurs heures sur une soirée. Et à un moment, j'ai commencé quand même à dézoomer parce que après je travaillais en gros l'hiver et puis le reste de l'année, je travaillais pas, je voyageais et le reste de l'année, je buvais pas vraiment. Et du coup, ça m'a quand même ces espaces-temps là de sans alcool, pas par choix. Enfin, je pense que c'est juste de fait. C'était pas dans mon entourage le reste de l'année. Ça m'a permis en fait de dézoomer et de venir questionner en fait ces périodes d'alcool intense, d'alcoolisation hyper intense. Et j'ai commencé à voir aussi que pendant les saisons, ça affectait mes relations, ça affectait mes liens avec mes proches. Et il y a eu une saison où là, j'ai travaillé dans une boîte de nuit. Donc je commençais le travail à minuit, je le finissais à 7h du matin. Et il y avait du coup pas que l'alcool, il y avait aussi énormément de drogue. Et là, en fait, à un moment, j'ai perdu mon travail parce que trop de conso. Et à la fin de la saison, j'ai été très malade. J'ai eu une infection des sinus. Je me suis vraiment sentie... Pour la première fois, j'ai vraiment senti que ça affectait ma santé physique. Je pense que pendant longtemps, j'avais pas vraiment de gueule de bois. Et du coup, c'était pas un facteur où je me disais... les gueules de bois, ça va ça va m'aider à questionner ma conso. Ça, c'est venu bien plus tard. Et je pense un autre élément, mais quand même, cette saison-là en boîte de nuit, ça m'a fait me questionner, mais ça m'a pas fait arrêter. Et l'année suivante, je suis retournée donc en saison. Et j'ai une pote qui a fait une overdose en fait et qui est morte dans la chambre à côté là où nous on faisait la fête. Et on n'a pas vu parce qu'en fait on était dans notre fête et on l'a retrouvée quelques heures plus tard. Et là pour moi ça a été un électrochoc. Cette consommation à outrance a perdu tout son sens d'un coup. Et c'était février et du coup il restait genre 2-3 mois de taf. Et je pouvais pas continuer comme ça. Enfin, pour moi, c'était juste hyper hypocrite. Ça avait plus aucun sens. Donc, j'ai démissionné, j'ai acheté une voiture et je suis allée m'installer dans la campagne en Catalogne, dans un lieu collectif. Et où là, personne ne consommait rien, jamais. Enfin, on buvait du thé, quoi. Et c'est là où vraiment... Et là, je suis partie sur presque 2 ans sans alcool. Mais où c'était quand même très simple parce qu'il y en avait pas du tout dans mon entourage. Et je pense que là, ça a été vraiment, autour de mes 25 ans, un point de bascule de, ok, en fait, l'alcool, c'est dangereux. Et je m'en rends compte, c'est dangereux pour ma santé physique et mentale. C'est dangereux pour mon entourage aussi. Et pour l'assistance aux autres, à mes proches, en fait, d'être tellement ivre, altéré, que j'ai pas pu porter secours à une proche. Enfin, ça m'a vraiment, retourné le cerveau, quoi. A raison. Oui. C'est... Ouais, ça fait un sacré tournant, en effet, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'il y a aussi ce truc tu parlais de, santé physique, santé mentale, et ça m'a fait penser que moi, quand je suis sous, je tombe beaucoup. Mais genre, je n'ai plus de faculté d'équilibre. Et du coup, je faisais énormément de chutes à vélo. Notamment quand je rentrais, je me disais, je prends pas la voiture, évidemment. À ce moment-là, j'en avais pas, j'étais en ville. Mais je me suis mise en danger, mais fois 1000. Et en fait, mes potes étaient là, pitié, Jojo, arrête, ou fais attention. Ou tiens ta droite et tout.
Et quand on rentrait ensemble à vélo, où il fallait pas que je rentre solo, quoi. Enfin bref, il y a tout un truc qui se met en place, des stratégies de rentrer ensemble, de veiller les uns sur les autres. Mais bon, bah, des fois, tu veux rentrer plus tôt. Et moi, je crois que il y a eu des fois où je me réveille et tu vois ton corps couvert de bleu. Et t'as mal. Et tu te dis, mais en fait... et moi, je me souviens des fois où les gens dans la rue m'ont ramassé comme ça. Mais waouh, mais quelle chute. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible de continuer comme ça. En plus, j'ai pas de casque. Voilà, de me dire, ça aurait pu être tellement plus grave de toutes les chutes que j'ai fait. Qu'il y a eu ce truc aussi de je me mets en danger à plein de moments. Et aussi, peut-être aussi les autres. Et de dire, bon, en fait, là, il y a peut-être... tu te sens mal aussi quand tu te réveilles. Tu peux pas faire grand-chose de ton week-end après. Et aussi, des moments de dep. Pas de... Quand je dis dep, c'est pas de la dépression, mais c'est vraiment des moments où tu te sens pas bien, où t'as une estime de toi qui est pas forcément top. Du coup, je parlais de honte, de culpabilité, de « qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait ?» Tu passes au crible tout parce que t'as eu un moment de lâcher prise et de perte de contrôle. Du coup, est-ce que j'ai vraiment été moi? Parce qu'en fait, ça t'amène dans l'alcool, ça va venir toucher ton cortex préfrontal. Du coup, c'est allié à tout ce qui est nos codes sociaux qui sont en fait totalement abaissés à ce moment-là parce qu'on est désinhibé, on est décontracté. Et du coup, comme tu dis, ça change ton rapport à l'autre, en fait. Oui, mais tu disais, Amy, que toi, ça avait affecté les relations avec tes proches de boire. Et que tu avais senti une altération du lien, en fait, avec les gens qui t'entouraient. Et moi, à l'inverse, en arrêtant de boire, ça a énormément affecté mes liens avec les personnes qui m'entouraient. Donc il y a aussi un espèce de truc où effectivement, moi j'ai une espèce de sensation où ça faisait comme si tout tenait sur un espèce d'équilibre, un faux équilibre en plus, parce que tout le monde est conscient en fait qu'il y a quelque chose qui va pas, je pense, de façon profonde. Enfin, ça traîne, moi je trouve que, et justement quand t'arrêtes de boire, des fois les réactions autour de toi peuvent être en fait assez violentes, parce que des fois c'est très difficile ce à quoi ça peut renvoyer les gens, le fait de arrêter de boire quand toi tu peux pas arrêter de boire, en fait ça peut être méga dur et méga violent. Mais du coup moi j'ai une espèce de sensation comme ça d'un petit château de cartes qui tient tant que tout le monde boit et qui s'écroule quand il y a un drame comme tu racontes, ou quand qui s'écroule plus lentement quand quelqu'un remet en question en fait qu'est-ce qu'on est en train de faire collectivement, quand on boit ensemble, quand on se met en danger ensemble, ou alors quand notre consommation met en danger une personne parce que elle a un accident, parce que il y a une overdose, parce que pour de multiples raisons. Et pour les questions de santé mentale, l'alcool est un dépresseur, concrètement. Donc oui. En fait, c'est un espèce de paradoxe de... Moi, je suis convaincue que mon rapport à l'alcool, il est aussi basé sur une espèce d'autogestion du trauma. Mais et je pense que je suis pas la seule personne à avoir fait ça, à faire ça. C'est-à-dire boire, altérer ma conscience, mon comportement, consommer de façon générale pour gérer des traumatismes. Tant bien que mal, mais en fait l'alcool étant un dépresseur, en aggravant le problème, quoi. Et en participant à, je pense, une espèce d'illusion collective que c'est un peu un pansement sur une hémorragie, quoi, de se dire mais à la fois là on est en lendemain de on est en gueule, moi je me sens en gueule de bois électorale. C'est exactement ce que je me suis dit ce matin. Voilà. Et en fait, moi, il y a à peu près rien au monde qui me donne plus envie de boire, quoi. C'est-à-dire un espèce de truc de dire, en fait, on peut au moins faire ça. Tant qu'il y a une espèce de rapport à l'autodestruction, de dire, en fait, le monde est tellement abîmé tel qu'on le vit et tout ça, autant complètement lâcher prise et...
il y a une espèce de... Moi, j'ai un rapport hyper cathartique à l'alcool. C'est clair. Et qui va avec ce truc de aller jusque dans des états qui sont dangereux, quoi. Ouais. C'est ça. Et c'est justement c'est une super introduction pour la capsule suivante où on va parler un petit peu des inconvénients. Enfin voilà, on parlera des avantages plus tard dans la partie que Joe va introduire, mais tous les inconvénients en fait qui viennent aussi avec le fait d'arrêter de boire. Donc on écoute un extrait du podcast Encore heureux. Serions-nous plus heureux, heureuses si on arrêtait de boire ? Ça nous permet d'être plus branchés à la réalité des choses, avec aussi son lot de difficultés, parce que, comme tu disais, le problème d'être branché en permanence à l'actualité, c'est que si on n'arrive pas à le supporter, on va chercher d'autres échappatoires. Clairement, quand on boit pas, et en ce moment avec ce qui se passe en Israël-Palestine, c'est violent. Et moi, ça me pousse à militer, mais effectivement, je pense que ça dépend des personnes. Après, c'est vrai que clairement, ça arrange les politiques qu'on picole, je pense. Parce qu'on voit moins ce qui se passe et moins les conneries qu'ils font. Quand on arrête de boire, par exemple, on se découvre, on se redécouvre. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait grâce à l'alcool, parfois, on ne peut plus le faire. C'est-à-dire que moi, clairement, qui suis un peu phobique dans tous les sens, il y a plein de choses que je ne peux plus faire, ça me coûte trop. J'avais une grosse phobie de l'avion. Entre autres 1000 phobies que j'ai, et il se trouve que j'ai du mal à le reprendre vraiment. C'est-à-dire que j'ai fait arrêter un avion carrément avant qu'il décolle. Je me laisse le temps. Je me dis c'est pas grave en fait. Pareil, en fait, j'ai découvert que j'étais timide, que j'étais vulnérable en fait, parce que l'alcool souvent ça vous construit des personnages en fait, un peu surpuissants, etc. Donc, mais c'est intéressant parce que du coup vous vous effeuillez un peu. Et vous touchez un peu à votre vulnérabilité. C'est pas facile de s'accommoder avec, parce qu'on nous demande beaucoup justement d'être social, d'être. Mais je trouve que c'est intéressant justement d'être à nu. C'est difficile parce qu'il faut tout affronter. Comme encore une fois, quand on arrête de boire, après tout le travail il arrive derrière. Dans cette capsule sonore, on entend la journaliste et écrivaine Claire Touzard, autrice du livre Sans alcool, et elle nous parle de la difficulté de faire face à la violence du monde, de ce que tu disais Mag, mais aussi de tout ce qu'on peut plus faire en fait, qu'on arrête de boire et tous les côtés de soi qu'on découvre finalement et qui étaient cachés par le fait de consommer. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez trouvé des inconvénients à arrêter de boire ou des résistances à vous lancer dans la sobriété ? Je voulais juste réagir à la capsule. À un moment donné, elle parle de vulnérabilité et je trouve que ça fait vachement écho parce que en ayant grandi avec une personne qui était alcoolique dans ma famille, ça, comme elle le dit, en fait, ça t'effeuille et ça te met à nu. Quand je voyais mon père et dans ces moments où en fait il s'autorisait à pleurer, donc les fois en fait où je l'ai vu pleurer, c'est quand il était sous. Et ça montrait aussi toute sa fragilité et sa vulnérabilité, et en fait que il utilisait l'alcool comme une béquille en fait. C'était un moyen de calmer ses angoisses, mais que ça venait aussi révéler toute sa fragilité et sa vulnérabilité, et ça m'a amené aussi à avoir beaucoup d'empathie, évidemment pour lui. J'étais aussi en colère parce que ce que je vivais à la maison, c'était pas cool, mais en même temps j'avais énormément d'empathie par me dire mais en fait ça va pas quoi. Et ça venait aussi exposer cette fragilité. Du coup, je trouve que c'est très juste. Et pour en revenir à la question, moi, je voulais vous lire... Pour répondre à cette question, j'ai trouvé je voulais vous lire un extrait d'un zine qui s'appelle Fracasse, qui a été écrit à plusieurs mains. L'extrait de ce texte a été écrit par une personne qui s'appelle Yoba et qui partage ses questionnements lors de son arrêt d'alcool. Ça s'appelle « Comment on fait ?» Comment on fait pour se réinventer sans alcool ? Comment on fait pour déjouer la tristesse du temps, la lourdeur du quotidien ? Comment on fait pour se dédoubler sans ce liquide magique ? Pour oser faire des choses folles ? Comment on fait pour doubler les voix ? Pour faire taire les voix ? Comment on fait pour faire taire les doubles voix dans la tête ? Pour anesthésier les pensées spirales ? Comment on fait pour supporter l'inconnu, l'ennui, la répétition et le manque de charme ? Comment on fait pour désirer les corps sans attiser les jouissances profondément tristes ? Comment on fait pour regarder toute la vie crue, sans parallèle, sans état second, sans cerveau disjoncté ? Comment on fait pour penser les plaies dans nos corps et nos cerveaux ? Comment on fait face à l'angoisse ? Comment on fait pour être drôle, original, sexy ? Comment on fait pour avoir de la conversation et de l'audace ? Comment on fait pour ne pas avoir peur ? Comment on fait pour accepter de rencontrer une nouvelle personne en nous ? Très loin de tout ce qui nous constitue.
Ce texte, moi, il m'a fait écho et toucher car il venait dévoiler les résistances et les inquiétudes que moi j'ai pu rencontrer quand j'ai arrêté de boire, ou du moins durant ces périodes. Et ça m'a donné un peu parce que en fait, je trouve que ces périodes, elles te donnent un peu le vertige, et dans le sens où ça te laisse face à tes angoisses, parce que justement, t'as plus de béquilles, ça te met face à tes émotions, et de manière assez brute, et ça te désarme en fait. Et quand t'as absolument envie, par exemple, de t'anesthésier, que ce soit par quel que soit le substitut, et que tu prends rien, c'est dur en fait, et qu'il n'y a pas de fuite, il y a juste la conscience de ce qui va pas et de comment y faire face. Et du coup, ouais, il y a dans ces inconvénients, en fait, c'est tout ce désagrément et cet inconfort émotionnel, et aussi, moi, je dirais, l'angoisse de certaines soirées, parce que du coup, elle en parle aussi, elle utilisait l'alcool pour se donner un peu du courage liquide, pour socialiser en soirée. Et du coup, tu remarques qu'à des endroits, c'est plus compliqué et c'est plus dur d'aller vers les autres. Et plein de moments émis en soirée, au début, quand on s'est rencontrés, moi, je buvais pas. Et c'était périlleux d'aller en soirée, de se rencontrer, où j'allais faire des ateliers manuels, faire du scrapbooking pour discuter avec les gens, et mes mains étaient occupées. Du coup, j'arrivais un peu à discuter. Ou encore, moi, je trouve qu'il y a ce truc de l'illusion du contrôle quand tu dis non mais c'est bon, ce soir je bois un verre ou je bois deux, ou du coup quand tu modères tu te dis je suis dans le contrôle. En fait t'es dans une forme, j'ai l'impression, d'illusion du contrôle où t'es toujours en contrôle. Et je trouve que c'est un sacré paradoxe de soit t'es toujours en train d'essayer de modérer ta consommation et tu penses que t'as le contrôle, ou soit en fait je trouve qu'il y a une forme aussi de libération à se dire en fait je bois pas et je me pose plus la question. Et du coup moi j'ai noté aussi que les rencontres elles prennent plus de temps maintenant. Que je mets plus de temps à rencontrer les gens, parce que des fois je vais moins en soirée ou je vais pas en soirée parce que j'ai la flemme, ou que ça me donne pas envie, et que la soirée fait que je sais que si j'y vais il y a un truc d'alcool, et du coup je mets plus de temps à connecter avec les gens, mais c'est pas plus mal en soi quoi. Mais du coup ça change mon rapport aussi à l'autre. Moi je dirais que sur l'inconvénient ou les inconvénients qu'il y a à arrêter de boire, et je pense que c'est important en fait d'en parler, parce que les politiques de santé publique font aussi que on nous parle beaucoup des avantages, et c'est super de faire ça. On nous parle beaucoup des avantages qu'il y a à arrêter de boire, l'influence sur le sommeil, sur l'énergie, sur la santé, sur la mémoire. Mais en fait, je trouve que arrêter de boire, ça peut être une expérience qui est hyper violente. C'est d'ailleurs un des sevrages les plus dangereux, en fait, aussi. Je crois que vraiment, il faut pas hésiter à se faire accompagner par un addictologue ou passer un temps de cure, de désintoxication et tout ça. Je pense que ça peut être vraiment des parcours qui sont mieux quand ils sont accompagnés. Encore une fois, vraiment, un sevrage brutal d'alcool peut être vraiment dangereux physiologiquement, en fonction de c'est quoi ton rapport à l'alcool. Mais du coup, je dirais que moi, mon expérience des inconvénients liés à l'arrêt d'alcool, ça a d'abord été un immense sentiment de solitude. On se rend pas compte quand d'un seul coup, quand tu fais les mêmes activités que t'étais, donc tu vas au bar avec tes potes, mais juste toi tu bois pas, mais tu participes à la même activité en étant sobre. C'est aussi comme si tu voyais d'un seul coup toute l'illusion collective dans laquelle on est. Et en fait, ce truc-là de avoir l'impression de garder le contrôle en buvant 2 verres, en fait, quand t'es une personne sobre, dans un contexte où les gens boivent 2 verres, tu te rends très bien compte que l'alcool a une influence sur le comportement des gens, sur de quoi on parle, comment on parle, quel lien on tisse, comment vraiment la sociabilité se crée dès un verre d'alcool. Même si les gens tiennent très bien l'alcool, c'est pas... mais on voit les choses se modifier, et du coup, c'est super vertigineux, en fait. Tu te dis, oh là là, mais en fait... on est en train de... vraiment, moi, j'ai une sensation de sortir de l'illusion de façon super brutale et de se dire, oh, en fait, on est en train de fuir collectivement quelque chose en faisant ça. Ça, c'est un peu terrifiant. Du coup,
forcément, moi la première fois où j'ai arrêté de boire très longtemps, et je crois que j'ai pas été jusqu'au bout de quel est mon rapport avec l'alcool. J'ai arrêté de boire pour la première fois en 2019, pendant une très longue période, je dirais au moins 1 an et demi, où j'ai pas bu une seule goutte d'alcool, et en fait j'ai recommencé à boire de façon occasionnelle sur plusieurs années, en disant que je buvais pas. Mais en fait, je buvais de façon occasionnelle et j'arrivais jamais à garder le contrôle quand je buvais. C'est comme si je me disais, j'ai bu un verre, foutu pour foutu, je vais en boire 10 en fait, pour que ça serve pas à rien en fait, de rompre mon jeûne d'alcool. Jusqu'à le mois de juillet de cette année, donc l'année dernière, mais juillet 2025. Où en fait j'ai eu l'impression d'avoir fait un espèce de cycle total, enfin d'être revenu en fait au point de départ. Je me suis dit en fait là je suis plus sobre, c'est sûr. Je sens que je suis de nouveau dans la dynamique de boire tout le temps. Donc je crois qu'il faut que j'arrête totalement pour toute la vie. Que maintenant en fait je crois que j'ai fait le tour et que je suis pas capable de consommer de façon modérée en fait. Et donc, mais tout ce parcours m'a permis, je crois, de pouvoir réagir de pouvoir apprivoiser ces inconvénients qu'il y a. Quand tu dis comment on fait pour faire tout ça, comment on fait, vraiment, je crois qu'on fait une dépression. Enfin, moi personnellement, je crois que j'ai fait ça. Du coup, un des inconvénients ça a été un inconvénient, mais ce qui s'est transformé en avantage, qui est tu te tapes tout ce que tu fuis en fait. Donc tous tes traumas, tout ton rapport à toi-même, ton rapport à tes émotions, ton rapport à ta personnalité. Moi, j'avais l'impression de pas savoir ce que je voulais, de pas savoir ce que j'aimais, de pas me connaître en fait. Mais de fait, je crois que je me connaissais pas parce que j'ai construit je me suis construit sur une habitude d'alcool qui était quotidienne en fait. Donc forcément, je me connais pas sans alcool. Je sais, depuis mes 13 ans, qu'est-ce que tu veux que je sache ? Et du coup, je crois que c'est une période super difficile où, en plus, j'ai commencé à boire pour participer socialement. D'un seul coup, moi, ça m'a désintégré socialement d'arrêter de boire. Je pouvais plus voir mes meilleurs amis en fait, avec qui je faisais ça. Et je pense avec qui j'avais un lien super fort, qui n'était pas dû qu'à l'alcool, mais pour le coup, qui, eux et elles, pouvaient pas arrêter de boire. Et donc, du coup, je crois que c'était trop mutuellement violent de se renvoyer ces images-là, quoi. Mais du coup, toute cette période, ça a été une période hyper tumultueuse. Moi, en plus, juste après, il y a eu le confinement. Donc, de fait, je crois que c'était une période qui était dure de façon générale en solitude, quoi, riche en solitude. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'après des années une fois ce premier choc passé, et je pense que c'est un choc qui peut durer des années, on peut rester des années dans le réapprentissage de soi, la rechute, vraiment, j'ai que de la tendresse pour les gens qui comme moi, ont recommencé à boire, ont essayé de réarrêter, cette tentation, elle est permanente. Et encore aujourd'hui, que j'ai pris la décision de plus boire une goutte d'alcool, c'est quand même une tentation qui existe pas de façon quotidienne, parce que je pense que j'ai quand même bien réussi à reconstruire ma vie sans alcool, mais qui existe, quoi. Il y a plein de choses dans ce que vous dites qui me fait écho, et surtout la partie... ça commence vraiment, ce que tu as lu, Jo, sur l'ennui. Et moi, ça a été vraiment, je pense, ma plus grande résistance. C'était de me dire, je vais m'ennuyer, en fait. Et vraiment parce que, quand même, en fait, malgré les blackouts, les excès, etc., c'était des espaces de grande joie, et de grand amusement, et de rencontres, et je rencontrais plein de gens, et j'étais hyper à l'aise, et j'étais the fun one. J'ai la plupart du temps, quand même, l'alcool très fun. À part quelques moments où, quand j'ai des grosses angoisses ou des choses émotionnelles à gérer, là, mon alcool se transforme plus en colère ou en quelque chose d'un peu plus dark. Mais quand même, 98% du temps, c'est quelque chose de très euphorisant, de très euphorique. Et du coup, c'était tellement central dans ma vie que je me disais, mais si j'enlève ça, je vais me faire chier, quoi. Et c'était, en fait, en
en essayant, en arrêtant, en recommençant, que je me suis rendu compte que non, en fait, je peux avoir des espaces où je m'amuse et je peux être drôle aussi, en fait, c'est ça. Et vraiment, ce qu'elle dit, Claire Touzard, dans cette capsule, c'est de se redécouvrir. Et c'est à double tranchant. Il y a des choses qu'on découvre ou qu'on redécouvre oui, en fait, j'ai du stress social. Où je mettais un énorme pansement dessus en buvant un verre, 2 verres, 15 verres. Et ce truc-là, hyper fort de plus aucune échappatoire. Je pense que pour moi, c'était aussi une façon de voyager, de pouvoir sortir de mes émotions, de tout ce qui pouvait me traverser, et du coup de partir loin et de ne plus être présente à toutes ces choses-là. Là, en effet, je sens que, je dois gérer autrement. J'ai plus ce truc de, je vais aller au bar avec des potes et je vais noyer mon chagrin, mes émotions dans de l'alcool. Et je pense que un autre truc, c'était aussi la même chose que toi, ça me fait vachement écho, ce truc de plus pouvoir voir mes potes. On se voyait, mais il y a vraiment ce truc de... je dis beaucoup de trucs, faut que j'arrête là. C'est ok. Non, mais quand je buvais pas, ça faisait vraiment un effet sur les personnes qui buvaient, de se sentir jugées, de se sentir vraiment observées, alors que pas du tout. Et dans un autre sens, moi, ça me faisait un effet miroir, de voir les personnes, du coup, être de plus en plus altérées, avoir des problèmes d'élocution, de perte de motricité, d'être en boucle sur les mêmes sujets. Ça me faisait miroir de « Ah oui, ok, en fait, moi aussi, j'étais comme ça. » Ouais. Et c'était dur. Je pense qu'il y a vraiment ce truc hyper paradoxal en moi de vouloir... Je pense que je suis contrôle freak sur plein de choses, de vouloir contrôler ma vie, d'être très carré sur plein de trucs. Et en même temps, cette recherche de perte de contrôle. Et avec cet effet miroir-là, ça m'a vraiment mis une claque de genre, ok, en fait, je perds tellement le contrôle que mes capacités psychomotrices sont totalement altérées. Et ça m'a fait peur. Je trouve que la question, elle tourne pas mal là autour de la vulnérabilité, parce qu'en fait, il y a une espèce de... perdre le contrôle de façon... jusqu'à perdre tes capacités motrices, plus pouvoir parler, pour pouvoir t'exprimer, c'est une forme de vulnérabilité. C'est te montrer tellement fragile que tu peux devenir une proie, tu vois. Mais à la fois, c'est pour fuir... on consomme pour fuir une forme de vulnérabilité qui est en nous et qui est pas due à une altération de nos sens, mais qui est due à qui peut être une fragilité sociale, la peur de connecter avec les autres de façon authentique. Du coup, je trouve que c'est un espèce de truc où on se rend fragile de façon un peu artificielle pour fuir la fragilité qui existe en nous de façon authentique. Alors, c'est un espèce de paradoxe, je trouve, en t'écoutant. Et qui va ressortir en plus, parce que le nombre de soirées moi j'ai fait où on se racontait nos pires traumas quand on avait énormément bu ou quand on avait pris d'autres substances. C'est ça, c'est en fait induire la vulnérabilité pour pouvoir la sortir à un moment où on est moins... Ou en tout cas, moi, je me sentais moins à nu, disons, que quand je le fais et que je suis sobre. Mais c'est peut-être la rendre socialement acceptable. C'est-à-dire que les gens le fait de overshare quand on est bourré, en fait, c'est assez socialement acceptable, ou d'être en boucle, de révéler nos boucles intérieures, nos obsessions, tout ça. En fait, on se dit, oui, voilà, on est bourré, on est en train de faire n'importe quoi, on se dit nos trucs, on s'avoue notre amour, tout ça, nos crushs et tout ça étant socialement acceptable, là où, en fait, peut-être, ça l'est moins. Le fait de profondément partager sa vulnérabilité de façon sobre. Et moi, ça me fait penser aussi à ce côté de plein de questions en inconvénients, de plein de questions que j'ai pu me poser, de dire comment est-ce que je vais faire pour réinventer ces relations en dehors de l'alcool, et qui, je pense, m'a beaucoup stressée. Vraiment ce truc d'être outsider
et de déjà être outsider par plein de choses de mon identité et d'avoir trouvé un groupe avec lequel je m'entends bien, avec qui on a du lien, etc. Et d'un coup de redevenir outsider de ce groupe-là, c'est lourd en fait. Et ça, moi je pense qu'il y a plein de fois ça m'a pas donné envie. Et je le vois bien dans les moments où j'ai pu flancher, où j'étais dans un truc de ok, là j'ai pas envie de boire. Et le serveur il vient et tout le monde dit ah bah moi je prends un verre de vin, moi je prends une bière, moi je prends ci, moi je prends ça. Moi dans l'élan collectif, j'ai pas envie de dire je vais prendre une eau pétillante. Et du coup je me laisse embarquer pour suivre le groupe quoi. Mais c'est vrai que ce truc de être la personne qui boit, la personne pas drôle, la personne un peu ennuyeuse et tout ça, moi je relate totalement. Et d'ailleurs moi, ma mère, elle a jamais bu de sa vie parce que elle vient d'une famille où il y a de l'alcoolisme et donc du coup, elle a vraiment appris que l'alcool était un poison, tout ça. Et ben en fait, je me rappelle quand j'étais enfant et ado, je trouvais ça un peu. Je me disais que ma mère, elle était chiante à pas boire. C'est drôle parce que du coup, même enfant, j'avais appris socialement que effectivement, quand on boit pas, on est la personne un peu rabat-ouage du groupe quoi. Alors qu'en fait je crois que maintenant quand je vais en soirée parce que j'ai envie d'y aller et en étant sobre, je crois que je suis quand même une personne assez drôle quoi, que en fait on peut être le petit gobelin de la soirée quand même en étant sobre, et voir on peut aussi compenser l'état dans lequel on n'est pas par la joie, faire des blagues. Enfin, moi, je sais que c'est une position sociale dans laquelle je peux me retrouver, quoi. Ouais. C'est clair. Et juste pour rebondir sur ça, ce que Laura me disait récemment, c'est que en fait, si à un moment tu t'ennuies dans la soirée, c'est peut-être que c'est l'heure de partir, en fait. Qu'il n'y a pas besoin de chercher à vouloir consommer de l'alcool pour rendre la fête un peu plus folle. Ouais, et ça fait un peu écho au fait que on parlait de sentir outsider quand tu bois plus. Et moi, je me dis, en fait, quand tu bois plus et que ça transforme ou ça réinvente tes relations avec tes potes en soirée. Moi, j'ai eu de la chance quand je suis arrivée sur Toulouse, j'ai rencontré des gens super que j'aime beaucoup fort, que je considère comme ma deuxième famille aujourd'hui. Et dans ce groupe, il y avait une personne qui avait déjà arrêté de boire depuis un petit moment. Et du coup, c'était totalement normal que cette personne boit pas. Et en fait, je crois que je me suis sentie aussi hyper ok d'arrêter de boire parce que je me sentais hyper sécure en fait avec ces personnes. Et quels que soient nos états, en fait, on s'amusait et on rigolait, tu vois. Et en fait aussi c'est plus facile peut-être d'aller en soirée, ou tu vas en soirée peut-être pour les bonnes raisons, pas pour te forcément, question de bonnes raisons ou pas, je sais pas, mais tu te sens sécure avec ces personnes, qui fait qu'en fait, tu n'as pas besoin de boire pour te donner du courage liquide, ou du coup, tu n'as pas d'anxiété sociale parce que ces personnes, elles te mettent à l'aise. C'est clair. Et ça, ouais, je trouve ça assez précieux aussi, quoi. Ouais. Mais c'est en train de bouger, hein. Moi, je sens, tu vois, comparé il y a quelques années où vraiment les gens disaient mais pourquoi tu bois pas, mais arrête d'être chiant. Voilà, là, je sens que, bon, j'imagine que nous, on est dans une niche aussi, mais j'ai l'impression que voilà, c'est plus vraiment un sujet, en tout cas moi dans mon entourage, d'amis, de famille choisie, dans mon entourage de famille, c'est autre chose. Il y a vraiment toujours cette question de mais pourquoi t'arrêtes de boire, enfin voilà, que ça leur renvoie à leur propre consommation et voilà. Mais on va parler, avant de continuer sur les avantages à la sobriété au sans-alcool, on va faire une pause musicale avec Grace Gounstad. Grace Gounstad est une chanteuse et auteurice-compositrice américaine. À travers son univers musical pop, elle aborde des thèmes très personnels comme la santé mentale, l'identité et la communauté LGBT, le harcèlement et la reconstruction. Dans son morceau 93 Days, elle parle de thérapie et de processus de guérison. Hey, Margot. Hey. What's up? What are you doing here? You know, getting help. Getting help? I mean, Sam, is she running late? Yeah. All right. I'm just gonna chill for a minute then. So what's the latest? I don't know. It's been kind of crazy. School's been super hard. I just feel like a freak.
People been super mean and I don't know. Say, I'm really happy that you're here now. Wish I was coming more. Maybe I'll start though. I really think you should. I should for sure. It was nice to see you though. It was good to see you. Enjoy your session. All right. It's been 93 days since the doctor called. Said it wasn't okay, said I needed drugs. Didn't need the medicine, I just needed love. And it's not a phase, it's been 93 days. This heart was jaded, this house was naked. Thought I was wasting time, but I wasn't. I was searching, thought the pain would never leave. Holding on to 17, making plans with nobody. Now I'm starting to believe. Cause it's been 93 days since the doctor called. Said it wasn't okay, said I needed drugs. Didn't need the medicine, I just needed love. And it's not a phase, it's been 93 days. And I'm doing better than I was before. Head's clearer than the sky on the ocean shore. Didn't need the medicine, I just needed more. And it's not a phase, it's been 93 days. No double vision, more energy from sunlight. Thought I was losing light, but I wasn't. I was growing, thought the pain would never leave. Holding on to 17, making plans with nobody. Now I'm starting to believe. Cause it's been 93 days since the doctor called. Said it wasn't okay, said I needed drugs. Didn't need the medicine, I just needed love. And it's not a phase, it's been 93 days. And I'm doing better than I was before. Head's clearer than the sky on the ocean shore. Didn't need the medicine, I just needed more. And it's not a phase, it's been 93 days. It's been 93 days since the doctor called. Said it wasn't okay, said I needed drugs. Didn't need the medicine, I just needed love. And it's not a phase, it's been 93 days. Hey, Maddie. Grace, right? Yeah, what are you doing here? Honestly, it's my first time. It's your first time? Hell, I'm like completely freaking out. I mean, honestly, if I've learned anything from coming here for 2 years, it's that nobody gives a fuck. So, seriously, go in there, spill your heart out, and you're gonna be totally fine. I will. Okay? I will. Thank you. Well, I'll definitely see you around. Give me a hug. Thank you. It was good to see you.